Chapitre 8. Un but déterminé. Votre Majesté va maintenant dévoiler les secrets des 7 principes par lesquels les êtres humains peuvent forcer la vie à leur fournir une liberté spirituelle, mentale et physique. Ne soyez pas économe dans votre description de ces 7 principes. Je veux une illustration complète décrivant comment ces principes peuvent être utilisés par quiconque choisit de les employer. Dites-nous tout ce que vous savez du principe du but déterminé. Si vous continuez avec cette folle idée de publier ma confession, vous ouvrirez les portes de l'enfer et relâcherez toutes ces précieuses âmes que j'ai collectées à travers les âges. Vous me priverez aussi des âmes qui ne sont pas encore nées. Vous libérerez de mon esclavage des millions d'êtres vivants aujourd'hui. Je vous en supplie, arrêtez. Ouvrez votre boîte de Pandore. Écoutons ce que vous avez à dire à propos du principe du but déterminé. Vous versez de l'eau sur les flammes de l'enfer, mais ce sera votre responsabilité, pas la mienne. Ainsi, je peux vous dire que tout être humain qui a la possibilité d'être déterminé et définitif dans son objectif et ses plans peut amener la vie à lui livrer tout ce qu'il lui a demandé. Votre déclaration est excessive, Votre Majesté. Souhaitez-vous en adoucir le ton ? Adoucir le ton ? Non, je souhaiterais l'accentuer davantage. Quand vous entendrez ce que j'ai à vous dire, vous comprendrez pourquoi le principe de la détermination précise est si important. Mon opposition utilise un petit tour très intelligent pour détourner les gens de mon contrôle. Elle sait qu'un but déterminé verrouille si hermétiquement les portes de l'esprit de quiconque contre moi que je ne peux plus entrer à moins que je ne puisse l'inciter à prendre l'habitude de dériver. Pourquoi votre opposition ne donne-t-elle pas votre secret à tous ces gens en leur disant de vous éviter grâce au but déterminé ? Vous avez déjà admis que 2 personnes sur 100 appartiennent à votre opposition. Parce que je suis plus intelligent que mon opposition. J'éloigne les gens de tout but déterminé par mes promesses. Vous voyez, je contrôle plus de gens que mon opposition car je suis meilleur vendeur et, contrairement à lui, j'ai le goût du spectacle. J'attire les gens en les nourrissant généreusement des habitudes de pensée dont ils adorent se délecter. Le but déterminé est-il un concept avec lequel les gens naissent ou bien est-il possible de l'acquérir ? Tout un chacun, comme je vous l'ai dit plus tôt, est né avec le privilège d'être déterminé de nature. Mais 98 personnes sur 100 perdent ce privilège et s'endorment dessus. Le privilège de cet état de détermination précis peut être conservé uniquement par l'adoption d'une politique selon laquelle chacun est guidé dans toutes les situations de la vie. Ah, je vois. Quiconque tire avantage de ce principe, en adoptant un but déterminé, est tel celui qui décide de bâtir un corps physique robuste par entraînement systématique et constant, n'est-ce pas ? Vous venez d'énoncer la réalité clairement et précisément. Maintenant, je pense que nous avançons, Votre Majesté. Nous avons enfin trouvé le début de la piste pour tous ceux qui souhaitent s'envoler pour le cap de l'autodétermination. Nous avons découvert de votre étonnante confession que votre atout le plus puissant est le manque d'attention de l'homme, qui vous permet de l'égarer dans la jungle de l'indétermination en le soudoyant avec de simples pots de vin. Au-delà de la question du doute, nous avons appris que celui qui adopte comme politique un but déterminé et l'utilise dans toutes les expériences de son quotidien ne peut être induit à prendre l'habitude de dériver. Sans l'aide de cette habitude, votre capacité à séduire les gens par vos promesses est réduite à néant. Est-ce correct ? Je n'aurais moi-même pas pu énoncer les faits plus clairement. À présent, continuez. Et décrivez comment les gens négligent le privilège d'être libres et autodéterminés, grâce à la dérive et l'indécision. J'ai déjà fait brièvement référence à ce principe, mais je vais maintenant entrer dans les moindres détails sur le fonctionnement de ce principe. Je devrais commencer au moment de la naissance. Quand un enfant voit le jour, il arrive au monde uniquement avec un corps physique représentant le résultat des millions d'années d'évolution de ses ancêtres. Son esprit est parfaitement vierge.
Quand l'enfant atteint l'âge de la conscience et commence à reconnaître les objets qui l'entourent, il commence également à imiter les autres. L'imitation devient une habitude fixée. Naturellement, l'enfant imite en premier lieu ses parents. Puis, il commence à imiter tous ceux qui lui sont proches, quotidiennement, dont ses éducateurs religieux et ses instituteurs. L'imitation s'étend non seulement à l'expression physique, mais aussi à l'expression des pensées. Si les parents d'un enfant me craignent et expriment cette peur devant lui, il la recueille par l'habitude de l'imitation et la stocke dans son subconscient comme partie intégrante de son système de croyance. Si ces éducateurs religieux expriment quelque forme de peur à mon égard, et ils le font tous, à un degré ou à un autre, cette peur est ajoutée à la peur déjà transmise par les parents. Et ces deux formes de limite négatives sont stockées dans son subconscient, prêtes à être mises à mon service plus tard dans sa vie. D'une manière analogue, l'enfant apprend par imitation à limiter son potentiel de pensée en remplissant son esprit d'envie, de haine, de cupidité, de luxure, de revanche et toute autre pulsion négative qui détruisent toute possibilité d'adopter un but déterminé. Pendant ce temps, je fais mon entrée et incite l'enfant à dériver jusqu'à ce que je puisse saisir son esprit avec le rythme hypnotique. Dois-je comprendre, par vos remarques, que vous devez prendre le contrôle des gens alors qu'ils sont très jeunes, sinon vous perdez votre opportunité de les contrôler complètement ? Je préfère les réclamer avant qu'ils ne prennent possession de leur propre esprit. Une fois qu'une personne apprend le pouvoir de ses propres pensées, elle devient positive et difficile à soudoyer. En fait, je ne peux contrôler aucun être humain qui découvre et utilise le principe du but déterminé. Ce principe est-il une protection permanente contre votre contrôle ? Non, en aucun cas. Une attitude déterminée et précise me ferme les portes de l'esprit de quiconque aussi longtemps que cette personne adopte la politique de ce principe. Dès qu'une personne n'hésite plus, ne procrastine plus, devient déterminée et précise sur tout sujet, mon emprise sur elle diminue. Quel est le rapport entre l'attitude déterminée et les circonstances matérielles de quiconque ? Je veux savoir si tout un chacun peut acquérir du pouvoir en obtenant un but déterminé sans provoquer quelque destruction par la loi de la compensation. Votre question limite mes illustrations, parce qu'il existe peu de personnes dans le monde qui comprennent ce concept et très peu, dans le passé, ont compris comment utiliser le but déterminé sans attirer sur elle l'aspect négatif de la loi de compensation. Ici, vous me forcez à révéler un de mes tours les plus prisés. Je me dois de vous dire que je récupère finalement tous ceux qui m'échappent temporairement grâce au but déterminé. Je les récupère en remplissant leur esprit par l'avidité du pouvoir et l'adoration qu'ils ont d'exprimer leur ego, jusqu'à ce qu'ils chutent dans l'habitude de violer les droits des autres. Ensuite, je fais un pas avec la loi de la compensation et viens cueillir ma victime. Donc, je vois, de par votre aveu, que le but déterminé peut être dangereux proportionnellement aux possibilités du pouvoir qu'il donne. Est-ce juste ? Oui, et ce qui est plus important, c'est que chaque principe potentiellement bon porte en lui le germe d'un danger équivalent. Cela est difficile à croire. Quel danger pourrait par exemple se loger dans l'habitude d'être épris de l'amour de la vérité ? Le danger se loge dans le mot « habitude ». Toutes les habitudes, mis à part l'amour d'un but déterminé, peuvent mener à l'habitude de dériver. L'amour de la vérité, à moins d'assumer, dans une certaine proportion, la poursuite résolue de la vérité, peut devenir comparable à toute autre bonne intention. Vous savez bien sûr ce que je fais des bonnes intentions. L'amour d'un proche est-il aussi dangereux ? L'amour pour quoi que ce soit, ou pour quiconque, à part l'amour du but déterminé, peut devenir dangereux. L'amour est un état d'esprit qui obscurcit la raison, la volonté, et rend quiconque aveugle aux faits et à la vérité. Celui qui emprunte la route de l'autodétermination et gagne la liberté spirituelle de penser ses propres pensées doit examiner avec attention chaque émotion qui semble reliée à l'amour. Vous seriez surpris de savoir que l'amour est un de mes appâts les plus efficaces. Grâce à lui, je peux mener vers l'habitude de dériver ceux que je ne peux attirer avec rien d'autre.
C'est pour cette raison que je l'ai placé en tête de liste de tous mes instruments de corruption. Montrez-moi ce qu'une personne aime plus que tout et j'aurai alors le repère m'indiquant comment je peux l'inciter à dériver jusqu'à la piéger dans le rythme hypnotique. L'amour et la peur combinés me donnent les armes les plus efficaces par lesquelles je peux inciter les gens à dériver. L'un comme l'autre me sont très utiles. Tous deux ont pour effet d'entraîner les gens à négliger de développer toute attitude déterminée dans l'emploi de leur propre esprit. Donnez-moi le contrôle sur la peur de quiconque et dites-moi ce qu'il aime le plus et vous pouvez d'ores et déjà le considérer comme mon esclave. L'amour et la peur sont tous deux des forces émotionnelles d'un potentiel si stupéfiant qu'ils peuvent mettre de côté le pouvoir de la volonté comme celui de la raison. Sans la volonté ni la raison, il ne reste plus rien pour soutenir un but déterminé. Mais, Votre Majesté, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue si les gens ne ressentaient jamais l'émotion de l'amour. Ah, vous avez raison dans votre raisonnement, mais vous avez négligé d'ajouter que l'amour devrait rester à tout moment sous contrôle. Bien sûr, l'amour est un état d'esprit désirable, mais c'est aussi un palliatif qui peut être employé pour limiter ou détruire la raison et la volonté. Les deux étant, pour les êtres humains qui veulent la liberté et l'autodétermination, plus haut sur une échelle d'importance que l'amour. Je comprends de ce que vous dites que les gens qui obtiennent le pouvoir doivent endurcir leurs émotions, maîtriser la peur et tempérer leur amour. Est-ce correct ? Les gens qui obtiennent et maintiennent le pouvoir doivent devenir déterminés et précis dans toutes leurs pensées et tous leurs actes. Si c'est ce que vous appelez dur, dans ce cas, ils doivent devenir durs. Voyons les sources de l'avantage que confère l'attitude déterminée dans la vie quotidienne. Lequel est le plus apte à réussir ? Un plan faible appliqué avec une attitude déterminée ou un plan solide appliqué sans détermination ? Les plans faibles peuvent devenir solides s'ils sont appliqués avec une attitude déterminée. Voulez-vous dire que tout plan mis en œuvre par des actions continues au profit d'un but déterminé peut réussir même si ce n'est pas le meilleur plan ? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Un but déterminé, associé à un plan déterminé, grâce auquel le but est censé être accompli, réussit généralement, peu importe si le plan est faible. La différence entre un plan valable et un autre non valable est que le plan valable, s'il est appliqué avec une attitude déterminée, pourra être effectué plus rapidement que le plan non valable. En d'autres termes, si on ne peut pas être toujours juste, on peut et on devrait toujours être déterminé. Est-ce que c'est ce que vous tentez de me faire passer ? C'est l'idée. Les gens empruntent d'une attitude déterminée autant dans leur plan que dans leur objectif, n'acceptent jamais leur défaite temporaire comme étant autre chose que l'urgence de déployer de plus grands efforts. Vous pouvez voir par vous-même que ce genre de politique est destiné à la victoire s'il est suivi avec une attitude déterminée. Une personne qui évolue avec détermination, autant dans son plan que dans son but, se garantit-elle un succès assuré ? Non. Le meilleur des plans peut parfois rater, mais la personne qui avance avec une attitude déterminée reconnaît la différence entre une défaite temporaire et un échec. Quand ses plans échouent, elle les remplace par d'autres, mais elle ne change pas de but. Elle persévère. Finalement, elle trouve un plan qui réussit. Un plan basé sur des fins immorales ou injustes réussira-t-il aussi rapidement que celui qui est motivé par un sens aigu de la justice et de la moralité ? Par l'opération de la loi de la compensation, chacun récolte ce qu'il sème. Les plans basés sur des motifs injustes ou immoraux peuvent amener un succès temporaire, mais celui qui cherche un succès durable doit prendre en considération la 4e dimension, le temps. Le temps est l'ennemi de l'immoralité et de l'injustice. Il est l'ami de la justice et de la moralité. La méconnaissance de ce fait est responsable de la vague de crimes parmi les jeunes gens du monde entier. Tout jeune esprit inexpérimenté est capable de prendre un succès temporaire pour un succès permanent. Le jeune commet souvent l'erreur de convoiter des gains temporaires de l'immoralité.
par des plans injustes, mais néglige de regarder plus loin et d'observer les peines qui suivront immanquablement, comme la nuit fait suite au jour.